Petit caveat avant de rentrer dedans. Vous voyez mon écran là, c'est bon? Ouais. C'est toujours une trajectoire, donc je suis pas là pour vous donner non plus des leçons. Peut-être juste partager nous nos apprentissages et certainement qu'on aura des choses à apprendre les uns des autres aussi. Donc, je vais juste rapidement vous faire un petit topo sur InnovaFit pour que vous ayez des éléments de contexte sur pourquoi on avait besoin de travailler ce sujet pour nous. Et ensuite, vous expliquer un petit peu comment on a adressé ce sujet à un moment spécifique de notre trajectoire. Donc, InnovaFit, c'est une société qui a été fondée en 2016 et qui a comme mission d'apporter des aliments plus durables, de rendre notre système alimentaire plus durable par l'innovation. En utilisant en fait le potentiel des insectes comme bioconvertisseurs qui apportent des protéines plus durables dans nos assiettes pour pouvoir nourrir le monde de demain. Concrètement, notre insecte qu'on a choisi, c'est celui-ci. Donc, c'est la mouche soldat noire. Là, vous la voyez dans son format adulte. Mais comme tout insecte, il se métamorphose. Donc, on le travaille aussi dans des stades larvaires et vous verrez les photos un petit peu plus loin. Et cet insecte se caractérise par une forte valeur nutritive et des cycles de croissance courts qui permettent d'avoir un potentiel d'élevage en termes de compétitivité aussi qui est inégalé. Donc, on a choisi cet insecte et cet insecte est de manière inhérente durable parce qu'il s'alimente en fait de coproduits à plutôt faible valeur ajoutée sans créer de concurrence sur les ressources agricoles pour créer de la protéine à forte valeur ajoutée. La façon dont on l'utilise et qu'on le travaille est aussi un facteur de compétitivité et de durabilité puisque on a donc ce qu'on appelle un modèle circulaire, ce qui signifie qu'on se colocalise avec des acteurs de l'agro-industrie qui prennent des céréales qui viennent de l'agriculture et on est colocalisé directement donc, pour récupérer leurs coproduits, les nourrir à nos insectes. Et en fait, un de nos produits, du coup, est un fertilisant qui revient et qui referme la boucle azotée pour aller nourrir les champs. Et donc, nos produits sont sur quelques marchés clés. Ceux qui nous ont beaucoup tiré jusqu'à présent, c'est l'aquaculture, qui a un vrai besoin de protéines animales de haute qualité, les monogastriques, tout ce qui est pet food. Et on est en train de développer des applications en food pour une alimentation humaine directement. Et on a notamment déjà des contacts avec Decathlon d'ailleurs, puisqu'un des marchés identifiés, c'est tout ce qui va être alimentation sportive, donc barres protéinées, etc. Pour pouvoir en fait fournir ces ingrédients, on avait un gros sujet de maîtrise industrielle pour être capable d'approvisionner ces marchés. Donc, on a construit un premier site pilote à Bouzaucourt, puis un site de production à l'échelle industrielle à Nesle. Et donc, un vrai enjeu industriel, à la fois dans la conception de l'usine, mais aussi dans la façon de l'opérer. Donc, je vous passe rapidement, ça c'est notre trajectoire depuis qu'on est fondé, vous pourrez la reconsulter. Je voulais juste mentionner rapidement qu'un de nos investisseurs qui a cru en nous très tôt et qui nous a suivis, c'est Cradev, que vous voyez ici, qui est monté à bord en 2018. Donc, c'est aussi un petit point commun qu'on a avec Decathlon, c'est d'être un peu dans la galaxie de la famille Mullier, qui sont des entrepreneurs aussi du Nord. On est implanté dans le nord de la France, qui ont cru en nous et qui ont soutenu notre vision dès le début. Dans cette trajectoire, en fait, il y a deux éléments clés que je voulais partager avec vous, qui sont le fait qu'en fait, en fin 2020, on est dans une situation où on avait un site échelle pilote qui était en opération depuis 3 ans et on allait lancer un site à une échelle industrielle, une sorte de tête de série de notre modèle cible qu'on veut déployer après partout dans le monde. Et ce site industriel, en termes d'échelle, c'était un x10, x15 par rapport au site historique, qui était un pilote. Donc, on passait d'une dizaine d'opérateurs à plutôt 150 opérateurs qu'il faut coordonner dans différents ateliers avec un changement d'échelle total. Donc, en fin 2020, il y avait un vrai sujet de se dire comment est-ce que dans ces nouvelles usines, on va réussir à avoir de la résolution de problèmes décentralisés dans chaque atelier, avec des équipes multimétiers qui vont avoir le pouvoir et la capacité de résoudre les problèmes,
avec un concept qu'on a découvert à l'époque, qui était le principe de subsidiarité. Donc, la subsidiarité, c'est un peu le contraire de la délégation. Donc, dans la délégation, par défaut, tout le pouvoir est à la tête et en fait, on décide par exception ce qu'on délègue. Le principe de subsidiarité, c'est l'inverse, c'est de se dire par défaut, les décisions devraient être prises toujours au plus bas, au plus proche en fait du terrain, et que c'est uniquement les décisions qu'on n'est pas capable de traiter localement qu'on va remonter. Donc, dans cette logique-là, on inverse la pyramide et quelque part, les managers et les leads hiérarchiques ont le rôle de permettre aux gens qui créent la valeur sur le terrain d'avancer. Donc, on est vraiment au service de la création de valeur avec une prise de décision la plus décentralisée possible pour éviter que finalement, on perde notre temps à attendre que des problèmes soient résolus ailleurs que sur le terrain. Donc, on s'est dit, il faut vraiment réussir à faire ce changement-là. Parce qu'en effet, à l'époque, à Gouzeaucourt, donc sur notre site pilote, la façon dont on opérait, c'est qu'on avait, je schématise à fond, mais c'est pour simplifier, on avait une routine quotidienne qui consistait plutôt à du passage de consignes. Donc, je te dis ce que tu dois faire, j'ai une information descendante et un pilotage hebdomadaire. Là, pour le coup, on avait la R&D qui venait, qui parlait avec la production, la maintenance, etc. Et on essayait plutôt d'analyser la performance, mais y compris en essayant de comprendre les effets de causalité avec des événements qui étaient arrivés 3 semaines plus tôt et qui avaient des effets boule de neige, mais quelque part qui nous empêchaient d'avoir une action très directe sur ce qui était dans notre main aujourd'hui. On passait pas mal de temps à faire de l'archéologie. Et l'impact que ça avait, c'est déjà en termes de dynamique d'équipe, beaucoup d'informations descendantes. Finalement, on se reposait beaucoup sur l'expertise et l'expérience des opérateurs, mais donc dans une phase où on avait besoin de recruter de nouvelles personnes, on était vite en limite en fait. On n'avait pas standardisé notre savoir-faire et les personnes qui étaient compétentes et expérimentées, elles étaient aussi saturées parce qu'il fallait vraiment qu'elles aient une hyper-vigilance. Donc c'était pas, ça coulait pas de source d'opérer de manière fluide et robuste. On avait des retards dans le traitement des écarts parce qu'on priorisait le fait de discuter de problèmes qui étaient arrivés il y a 2 semaines et de leur impact plutôt que des problèmes d'aujourd'hui sur lesquels on avait la main. Et du coup, ça faisait que les problèmes avaient le temps de faire boule de neige et d'avoir des impacts collatéraux plutôt que d'être tués dans l'œuf au moment où ils apparaissaient. Ce qui était une perte de temps et une frustration assez généralisée pour tout le monde. Alors qu'on a des équipes, je dois dire, qui étaient hyper mobilisées, hyper engagées. Et donc, on a envie de réussir collectivement. Deuxième facteur de complexité qui faisait qu'on avait besoin de changer, c'est quelque chose qui est inhérent à notre process, mais je pense qu'il y a pas mal d'analogies dans plein d'environnements. Finalement, nous, on a un cycle de production qui est dicté par la biologie de notre insecte et son rythme de vie. Donc là, vous voyez, bon, pour la petite histoire, ça vous permet d'avoir les photos de notre insecte dans ses différentes phases. Ça, c'est pour le côté un peu folklore. Donc, on a les petits œufs en haut qui vont devenir des petites larves, puis des grosses larves. C'est ces grosses larves, en fait, blanches qu'on va transformer en protéines. Et une fraction de ces larves vont être gardées, conservées pour devenir des adultes reproducteurs. Donc, on va les faire devenir, donc elles vont, on appelle ça puper, donc comme un cocon de papillon, elles vont se durcir et noircir. Et à l'intérieur de ce cocon, une métamorphose va pouvoir avoir lieu, qui va donner lieu à la mouche adulte qui se reproduira et va pondre des œufs. Donc, ce cycle total dure 45 jours. Et même si on fait un focus, par exemple, sur ma fameuse larve blanche, en fait, sa croissance dure 8 jours. L'objectif, c'est d'avoir des kilogrammes de larves en sortie. Le process, il consiste à prendre des bacs, injecter du substrat dans ces bacs et ajouter des larves qui finalement vont grouiller dans ce substrat, s'en nourrir. Et 8 jours plus tard, après avoir été mis dans des conditions d'élevage contrôlées en termes d'humidité et de température, on va pouvoir les sortir, les tamiser, séparer donc les résidus de substrat de la larve, et à ce moment-là, on pèse et on sait si on a gagné ou pas et si on a atteint nos objectifs de poids de larve produit. Sauf que, en fait, 8 jours plus tard, on va se rendre compte que on a peut-être mal créé notre recette de substrat, on a peut-être mal piloté nos températures et nos ambiances, mais au moment où on mesure le résultat, c'est trop tard pour changer ce geste. Donc, il y avait une vraie logique, un vrai écart entre le moment où on peut avoir un impact sur le résultat
et le moment où finalement on mesure et on fait un constat d'échec éventuel. Mais c'est trop tard, et quand on est bon, on est content, mais on a peut-être un peu aussi oublié pourquoi. Troisième facteur, qui était un peu compliqué, c'est qu'on est quand même dans une industrie innovante. Et ce contexte innovant, il faut se dire, par rapport à beaucoup d'industries qui ont au moins une centaine d'années d'expérience sur justement leurs inducteurs de performance, nous, on était au début de ce processus. Donc, quand on avait des variations sur notre production, c'était toujours un peu difficile de dire, est-ce que le problème, finalement, c'est qu'on a mal tenu nos standards et qu'on a mal exécuté, ou est-ce que le problème, c'est que, en fait, on n'a pas encore bien défini l'ensemble des prédicteurs de nos process, et que c'est pas juste la température et l'humidité, mais c'est aussi les cycles de la Lune ou je ne sais quel autre facteur qui ont un impact sur notre productivité, et qu'en fait, il y a une variabilité qu'on ne maîtrise pas encore complètement. Donc, bien sûr, on fait de la recherche et on utilise beaucoup d'intelligence artificielle sur ces sujets. Mais en fait, il y avait aussi une question d'être capable de reposer la responsabilité de chacun et de se dire, OK, il y a des gens qui travaillent sur la recherche et c'est pas les mêmes constantes de temps pour avoir des vrais apprentissages. Donc, la prod, ce qu'on demande à la prod, c'est de tenir ces standards et d'être fiable sur leur exécution. Et ils ne sont pas 100% responsable quelque part du résultat, parce qu'il peut y avoir des facteurs non encore maîtrisés, mais là où on les attend, là où il faut être infaillible, c'est sur la tenue des consignes de production et des standards d'exécution. Et en fait, parce que le fait d'avoir ce flou, ça crée des routines un peu café du commerce où tout le monde commence à s'inventer entomologue avec des théories plus ou moins fumeuses sur les facteurs qui étaient derrière. Des équipes frustrées qui commencent à se dire non, mais en fait, c'est du vivant, on n'arrivera jamais à mettre ça sous contrôle. Et une logique aussi où on se fatigue un peu à toujours parler des mêmes sujets qui sont pas les sujets sur lesquels on a la main. Et finalement, on se démobilise parce qu'on n'a pas l'impression de tenir notre destin en main. Donc, effectivement, c'est à ce moment-là que nous, on a lu. Alors, ce bouquin, il nous avait été conseillé pour la petite histoire par un business angel qui travaille dans les call centers, qui a créé une boîte de call center. Donc, ça n'a absolument rien à voir, mais ça montre bien que le partage d'expérience, c'est pas forcément toujours là où on l'imagine. Et effectivement, le postulat de ce bouquin, c'est de dire que les bons stratèges, il y en a plein. C'est pas forcément plus difficile d'avoir une bonne stratégie. D'ailleurs, c'est assez facile de copier une stratégie. Par contre, être capable de bien l'exécuter, ça, c'est vraiment difficilement réplicable. Et c'est là que des boîtes peuvent vraiment développer un avantage compétitif qui est pérenne. Et nous, en regardant ça, il y a vraiment un bloc qui nous a marqué, qui était ce point d'agir sur les indicateurs. Alors, en anglais, ils appellent ça les lead measures, mais en fait, c'est les indicateurs qui sont opérationnels et sur lesquels on a du levier. Et ça, en gros, pour résumer la différence entre les deux de manière très claire, on a l'habitude généralement de se mesurer sur des indicateurs qui ont dit lag. Lag, ça veut dire qu'on a du retard. Donc, souvent, ça va être ça, les indicateurs de résultats, de performance. Nous, on appelle ça, comme on est un peu des ingénieurs scientifiques dans l'âme, on appelle ça les Y. Donc, c'est ce qui ressort de notre fonction de production. Et c'est bien, c'est important ces objectifs parce que ça définit les résultats qu'on cible. Mais typiquement, si on prend l'exemple du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, c'est un résultat. Mais on peut zoomer sur le chiffre d'affaires jusqu'à venir à la maille quotidienne. C'est pas ça qui va nous dire ce qu'il faut qu'on fasse pour augmenter notre chiffre d'affaires. Et il y a une limite à ce qu'on va apprendre de ce zoom. Parce que c'est quelque chose qui est toujours en retard par rapport aux inducteurs de la performance. Et donc, la proposition, c'est de se concentrer sur les indicateurs opérationnels de process qui, quelque part, sont, nous, ce qu'on appelle les X. Donc, c'est les points de levier dans notre équation et qui sont liés au savoir-faire métier, qui sont actionnables, prédictifs. Moi, je trouve que l'exemple de la perte de poids est hyper parlant. Un exemple qui m'avait beaucoup parlé aussi, c'était dans la vente, dans les magasins, de dire OK, le panier moyen de mon consommateur, il va dépendre aussi du nombre de produits que je lui ai montrés, des propositions de cross-selling que je lui ai faites. Et finalement, c'est peut-être ça qu'il faut aller regarder, c'est combien de produits je lui ai montré, combien d'arguments de vente, combien de questions je lui ai posées, qui peut-être va permettre d'aller vraiment jouer sur les actions qui peuvent changer le score à la fin. Donc, comment est-ce qu'on a fait? Alors,
une approche un peu théorique, donc peut-être que ça c'est dans les apprentissages, on le ferait peut-être différemment aujourd'hui, mais je vous ai mis notre approche avec en violet les indicateurs de lag, donc de résultats, et en vert les indicateurs de lead, donc ceux qu'on vise à pouvoir piloter. Donc, on est parti d'un objectif clé au niveau de la boîte, nous, le chiffre d'affaires qu'on va permettre de générer, qui se décompose en des indicateurs de volume et de prix. Finalement, sur le prix, nous, on est beaucoup sur des logiques de prix avec des formules de prix, avec des index et des taux de change. Donc ça, on le subit un petit peu. Et aussi, en fonction de nos débouchés produits, de notre mix produit, on va avoir une répartition de portefeuille client et une portefeuille de produits qui peut maximiser le chiffre d'affaires qu'on génère. Si je prends si je prends la branche volume, et là, je simplifie en focalisant sur mes fameuses larves. Le volume que je produis dans mon atelier de production de larves, il va dépendre à la fois de mes intrants en quantité et en qualité et de ma capacité de conversion de ces œufs en larves. Je peux encore creuser sur ma conversion d'œufs en larves. En fait, elle va dépendre de ma capacité à bien utiliser mon outil productif avec mes équipes qui sont bien là pour réaliser le travail, mes machines qui ne tombent pas en panne, qui sont fiables et qui tournent bien, et la qualité de mon travail d'exécution qui fait que mes standards sont tenus et on a fait le job chaque jour selon nos cibles. En fait, une fois qu'on a fait ça, donc nous, on l'a fait de manière assez théorique et ça nous a été utile en phase de conception du site parce que ça nous a permis aussi de mettre en place notre instrumentation dans nos machines. Mais la deuxième étape, c'est de se dire, OK, du coup, quand on fait ça, on est capable de se dire quelles sont les branches qui sont à la main de quelles équipes. Et on est capable, du coup, de commencer à construire les instances et les sphères de responsabilité et de se dire, OK, par exemple, ici, si je veux avoir une sphère de responsabilité de mon atelier de production et que j'ai un volet dispo machine, il faut que j'ai un représentant de la maintenance dans ma routine parce que la dispo machine, au quotidien, elle dépend encore de l'intervention de mes techniciens. Et donc, si on veut parler de la dispo machine dans une routine, il faut que la personne qui va nous aider à résoudre ces problèmes-là soit aussi dans la salle. Donc ça permet juste de s'assurer qu'il y a de la cohérence entre les routines, les indicateurs qu'on y suit et les personnes qui sont présentes. Et peut-être juste un point rapide aussi, c'est qu'en faisant ça, on arrive à se rendre compte que certaines des briques, qu'on le veuille ou non, en fait, on les subit un peu. Par exemple, ici, à l'échelle de mon atelier de production, je subis un peu la quantité et la qualité des œufs entrants. C'est un indicateur de résultat d'un autre atelier. Mais c'est hyper précieux, en fait, de l'avoir identifié là parce que, du coup, je connais mes interfaces et je peux piloter mon interaction avec et mes codépendances avec mes collègues. Donc, voilà, je vous donne juste comme illustration. Ici, vous voyez le volet gauche de la page, ça va vraiment être, je définis ma performance, mais quasiment de matière mathématique, comment est écrite mon équation de production en volume. Et ça me permet de comprendre quels sont les indicateurs, mes Y, que j'ai besoin de piloter quand j'ai envie de comprendre où je trouve mes points d'attention en ce moment, plus d'un point de vue analyse de production. Et au niveau de droit, les cibles opérationnelles par thématique et par poste de travail. Donc, au niveau de l'injection, au niveau du poste d'inoculation et au niveau de la personne qui pilote les équipements de gestion des ambiances, quels sont chacun des indicateurs vraiment concrets que ces personnes doivent avoir en tête quand elles opèrent. Et donc, autour de ça, on a pu créer les routines en se disant, voilà, une routine. Alors, je sais que parfois, dans des modes projet, ça peut s'appeler comité. Mais l'idée, c'est qu'une routine, c'est un collectif qui est aligné sur un objectif et qui, du coup, collectivement, doit délivrer sur un certain nombre d'indicateurs X opérationnels. Après, il y a une logique. Nous, ce qu'on avait fait, donc on avait fait tout notre KPI tree dans un tableau Excel avec les niveaux qui étaient dans des colonnes différentes. Et on a vérifié en fait la ventilation de nos indicateurs dans les différentes instances. Puisqu'on était dans une phase d'architecture de nos instances. Donc, de se dire quotidiennement, dans chaque atelier, qu'est-ce qu'on contrôle avec l'équipe de production, puis en équipe de support production, puis au niveau de la coordination entre les ateliers, et au niveau hebdomadaire et mensuel sur le CODIR site.
Donc, de s'assurer en fait qu'il y avait une cohérence entre les indicateurs qu'on suivait dans les différentes instances pour que les sujets puissent être captés au plus tôt. On surveille quand même les indicateurs de résultats parce que ça permet de fêter les succès. Et ça fait plaisir de voir les records de production battus. Mais finalement, le focus, il est sur les indicateurs lead, les indicateurs opérationnels. Et on a pour chaque indicateur, en fait, la responsabilité qui donne l'information et c'est la personne qui est responsable de ce chiffre. Donc, finalement, l'animateur de la routine, c'est pas lui qui donne tous les chiffres, c'est chacun parle de sa sphère de responsabilité. Et chacun des présents dans la réunion a une sphère de responsabilité et est acteur de la routine, du coup. Et en fait, ça permet d'avoir des discussions vachement vertueuses sur comment est-ce qu'on fait pour bouger ces indicateurs. Donc, on arrive à dire, moi, j'ai un problème, je suis en retard sur tel sujet, j'arrive pas à tenir ma qualité sur mon substrat, par exemple. Et vraiment, de manière collective, parler des problèmes, mais aussi parler des succès. Donc, dans une équipe de parler de comment est-ce qu'on arrive à être à l'heure sur certains gestes. Moi, j'ai des méthodes. Ça permet d'identifier aussi des best practices et de les partager collectivement. Donc, ça, c'est un vrai facteur de motivation, puisqu'on remet le focus sur les éléments qu'on a en contrôle. On capitalise sur les best practices. On valorise le travail terrain, le geste, et pas juste le résultat. Donc, on s'écarte aussi d'une certaine financiarisation du travail qui peut être un peu délétère. Périodiquement, voilà, on fait le point pour ajuster aussi les indicateurs en fonction de l'autonomie des équipes. Pour s'ajuster aussi sur les points qui ont besoin d'être pilotés de manière plus ou moins fréquente en fonction de ce qui est en train d'être mis sous contrôle. Donc, je vais résumer rapidement, nos retours d'expérience. Donc, ce qu'on en a tiré, c'est vraiment cette notion d'importance du savoir-faire des équipes. Au départ, on était très mathématique, on voulait tout pouvoir écrire en équation pour aller des indicateurs de résultats aux indicateurs de process. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était OK de faire un peu des sauts conceptuels et de se dire à un moment, il faut se faire confiance. On sait quels sont les vrais standards qu'il faut qu'on respecte au quotidien pour que la production soit qualitative. Et déjà, commençons par ça. Et aux équipes de choisir leurs indicateurs pour dire est-ce qu'on est à l'heure sur notre production, est-ce qu'on est aux bonnes cadences de production. Les équipes savent mieux le faire que nous, par exemple. Elles vont surveiller leurs encours ou elles sont capables de trouver un indicateur qui va leur parler. Le rôle de l'animateur, finalement, on sort d'une logique de contrôle un peu paternaliste et on est plus sur une logique d'animateur de séance avec des indicateurs objectifs. C'est pas lui qui vient corriger la copie à la fin de la journée. Chacun est capable de savoir ce qu'il a fait et de présenter ses résultats. Et certains indicateurs, pour le coup, quand on le fait, on se rend compte qu'ils sont assez qualitatifs, subjectifs. Je pense par exemple à la qualité du substrat. Donc peut-être dans des situations de service client, il peut y avoir le même type de situation. On sait dire que c'est un beau substrat ou pas un beau substrat, mais finalement, on n'est pas trop capable de le qualifier plus que ça. En fait, ça nous a permis de vraiment mettre le focus sur ces éléments-là et de travailler la définition de ces standards pour développer l'autonomie des équipes et la maîtrise de ces gestes-là qui sont les plus compliqués à mettre sous contrôle. Et on a eu quelques bénéfices collatéraux. Donc, le travail un peu exhaustif, il peut paraître un peu déconnecté de la réalité de terrain. Il a été assez pratique pour nous sur des cas de problèmes plus complexes où on avait besoin d'aller faire de la résolution plus profonde, puisqu'on avait par défaut déjà une sorte de trame de résolution de problèmes qui nous permettait de savoir où aller regarder. Et le fameux point que je vous faisais sur les dépendances, le fait d'identifier, mais ça, j'ai pas la main dessus, mais en fait, par exemple, justement, les intrants pour moi, ça peut être les niveaux d'inventaire en magasin, je suis bloquée, je peux pas vendre parce que j'ai pas de between en stock. En fait, ça permet d'identifier les dépendances avec d'autres équipes et du coup, d'avoir peut-être une coordination inter-équipe sur ces points-là. Et après, je voulais juste vous dire en mot de la fin, c'est clairement une démarche d'amélioration continue. On a fait justement cette définition en phase de plan, on a déployé les indicateurs. Là, on le fait vivre et on regarde comment ça marche. Et il y a clairement besoin de refaire des itérations pour continuer d'améliorer aussi au fil de la montée en compétences des équipes et de la maturation de notre outil industriel. Voilà, c'était les éléments que je voulais partager.